kiosque. Thomas Soto. Le kiosque et ses plumes, Marion Calais pour les régions, Axel de Tarlet pour l'écho, Xavier Yvon aux États-Unis, Eva Rock devant la télé et Natacha Polony. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. Alors si vous regardez un calendrier ce matin, vous verrez que c'est la Saint-Géraud. Eh bien pas du tout, disons-le tout net, c'est la Saint-François ce matin. Avec d'abord la brouille France-Russie qui fait la une de Direct Matin. Paris-Moscou, le coup de froid, titre Le Figaro. Le sujet fait également la une du Canard enchaîné. Poutine propose un accord secret à Hollande. Toi bomber le torse, moi bomber Alep. Le chef de l'État qui fait aussi la une d'aujourd'hui en France, Hollande, confidences explosives. Extrait d'un livre d'entretien qui paraît aujourd'hui et dans lequel il parle comme il ne l'a jamais fait de son quinquennat. L'aéroport Notre-Dame-des-Landes, il est contre, figurez-vous, et il pense qu'il ne verra pas le jour. Ce sera intéressant de savoir ce qu'en pense Jean-Marc Ayrault, qui sera tout à l'heure face à Jean-Pierre Elkabbach sur Europe 1. Les Verts, des cyniques et des emmerdeurs. François Hollande qui apparaît obsédé par Nicolas Sarkozy, ce lapin du Racel toujours en train de s'ajuter. Il le trouve méchant, grossier, cynique, une fixation qui le poursuit jusque dans sa salle de bain, la salle de bain de l'Élysée, refaite par le couple Sarkozy. Quel mauvais goût, dit François Hollande. Le chef de l'État confirme également que oui, François Fillon aurait bien demandé au secrétaire général de l'Élysée, Jean-Pierre Jouyet, d'accélérer les procédures judiciaires pour empêcher le retour de Sarkozy. Et c'est pas fini. François Hollande s'en prend au juge, une institution de lâcheté, et même aux joueurs de l'équipe de France de foot, à qui il donnerait bien, dit-il, des cours de musculation du cerveau. Enfin, il y a la question qui tue, elle concerne ses cheveux. Se l'éteint-il ? Demande Gérard Davet et Fabrice Lhomme. Réponse: avec toute la pluie que j'ai reçue, ma teinture aurait dû fondre. Bon, c'est pas très beau de mentir, monsieur le président. Le livre s'appelle « Un président ne devrait pas dire ça » et il y en a 663 pages comme ça. Marion Calais, 3-1 dans la presse quotidienne régionale. Dans Midi Libre, l'affiche polémique que Robert Ménard a décidé d'installer un peu partout à Béziers. On y voit en fond la cathédrale de la ville. Au premier plan, des hommes de dos, aux trois quarts, plusieurs sont noirs. Le texte est on ne peut plus clair. L'État nous les impose. Ça y est, ils arrivent. Les migrants dans nos centres-villes. Dans le Républicain Lorrain, intoxication à la maternelle, 80 enfants et adultes d'une école de la Meuse intoxiqués au monoxyde de carbone. Enfin, les lycéens du quartier Saint-Loup à Marseille peuvent de nouveau acheter leur sandwich au Carrefour Market du coin. On vous parlait hier de cette histoire. Oui. Elle est réglée sur la Provence. Le groupe a évoqué une initiative isolé. Et bien là, on dit bravo Marion Calais et bravo à Carrefour qui a réglé le problème. Et bravo à la Provence qui ont donc réglé le problème en 24 heures. L'histoire du jour, c'est celle de cet automobiliste qui joue à cache-cache avec son permis. C'est dans l'Est républicain. Une bataille engagée depuis 6 ans. D'un côté donc, notre automobiliste Nelly qui assure avoir perdu son permis en juillet 2011 et de l'autre, l'administration qui assure qu'elle ne l'a jamais passé. Dans les fichiers, elle apparaît dans la catégorie en attente d'examen. Très vite, c'est donc devant les tribunaux que s'est engagée la bataille. Nelly veut faire condamner l'État pour non-délivrance d'un duplicata de son permis de conduire. Elle réclame notamment 100 000 € de dommages et intérêts. Pour ça, elle a rassemblé, oui, et c'est pas tout d'ailleurs, pour ça, elle a rassemblé des témoignages de proches qui disent lui avoir prêté leur voiture, qui disent avoir vu son permis. Insuffisant, a répondu le tribunal administratif de Nancy en 2014, arguant que l'intéressé n'a jamais possédé de voiture, n'en a jamais loué ou n'a jamais pris la moindre amende. Le Conseil d'État ayant cassé le jugement, retour hier devant le tribunal administratif qui a mis sa décision en délibéré et l'Est républicain de conclure. En attendant, Nelly est repartie du tribunal comme elle était venue, à pied. Oh, jolie chute. Axel de Tarlet, si on commence à donner 100 000 € pour un problème comme ça, le déficit, ça va pas s'arranger dans le pays. Bon, vous nous emmenez chez McDo ce matin. McDo qui part à la reconquête du burger. La route va être longue. C'est à lire dans le Wall Street Journal. Oui, mais vous avez raison. La route va être longue parce que je sais pas s'il y a des amateurs de burgers. De vrai ou de semelles de chaussures? Mais vous avez raison de le dire. Quand on veut un vrai burger, on ne va pas chez McDo. On va au restaurant parce que le burger a acquis ses lettres de noblesse. Les 3/4 des restaurants maintenant le proposent à la carte. Il est vendu parfois très cher, 20 € dans un restaurant gastronomique. Et comme vous le dites, McDonald's, qui est censé être le roi du burger, eh bien, se désole de constater qu'il n'a absolument pas surfé sur la vague. Si vous voulez un bon burger, vous n'irez sûrement pas chez McDo où vous allez redouter de vous retrouver, vous savez, avec ces fines galettes de viande un peu trop cuites, un peu genre semelle. Et du coup, McDo se pose des questions. Pourquoi est-ce qu'il a raté ce virage du burger? Et du coup, il veut passer à la viande fraîche et arrêter la viande surgelée. Ça fait des années qu'ils vendent des hamburgers tièdes et des frites tiédasses. Alors justement, ça suppose de revoir toute l'organisation. Vous êtes dur avec McDo quand même. Ça suppose de revoir toute l'organisation du McDonald's parce que toute l'organisation en cuisine, s'ils doivent passer à la viande fraîche et au gros steak. Mais McDonald's se pose la question, est-ce qu'il n'est pas temps d'abandonner la culture de McDo qui, comme vous le dites, a été prix bas et rapidité de service
pour passer à la qualité. Je ne dis pas que McDo va le faire, mais c'est une réflexion au sommet de la chaîne de McDonald's. Natacha Polony, elle est Mais plutôt c'est d'accord. vrai qu'après 20 ou 30 ans à avoir détruit petit à petit la culture alimentaire des gens, ils peuvent maintenant essayer d'augmenter poser des un questions. petit peu la qualité. Malheureusement, le mal est fait, c'est-à-dire que la culture alimentaire des Français a quand même largement baissé. Je crois qu'on sait où Natacha Polony ne déjeunera pas à midi. À la une de la presse américaine, on va à New York retrouver Xavier Yvon. La campagne a pris une tournure tellement violente et grossière, Xavier, qu'elle pose de gros problèmes aux parents et aux profs. Ah oui, parce que d'habitude, une élection présidentielle pour les écoliers, c'est l'occasion d'apprendre, de la démocratie, la politique. Oui, et bien ce que mon fils a appris de la bouche d'un candidat, dit une mère citée par NBC, c'est le gros mot pour désigner le sexe féminin. Alors la campagne ne volait déjà pas très haut, mais après la vidéo des propos obscènes et sexistes de Donald Trump, puis le débat sanglant avec Hillary Clinton, et ben les adultes ne savent plus du tout comment en parler aux enfants. Triste, hein, Il y a ce père de famille qui regarde les infos, le doigt sur la touche silence de la télécommande, prêt à couper le son au cas où. Ce prof qui a donné comme devoir à ses élèves le vendredi de regarder le débat le dimanche et qui, après coup, a redouté le lundi matin, sans mordant les doigts. Comment éduquer les élèves à la démocratie quand on ne parle plus que d'agression sexuelle et pas de politique? Et puis c'est une campagne aussi où on entend la haine contre les immigrés, la méfiance envers les musulmans, et tout ça a un impact qui a été mesuré. Ça s'appelle le Trump Effect. Hillary Clinton l'a mentionné dans le débat dimanche dernier. Il y a une étude très sérieuse d'une association de droit civique qui montre que, à cause des propos et de Donald Trump, il y a des tensions ethniques dans les classes, de la peur et de l'anxiété chez les gamins de couleur. Et en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que cette élection aura vraiment révulsé beaucoup d'Américains. Il y a eu un sondage qui leur demandait d'ailleurs d'associer la campagne avec une odeur. Et bien, les 3 réponses les plus données, c'est putois, œuf pourri et poubelle. Eh ben dis donc, ça envoie du rêve ce matin en direct de New York. Tiens, on parlait d'hamburgers. Après le McDo. Vous allez les manger où, vous, à New York, vos hamburgers? Ah bah, pas au McDo. Oh, ils sont quand même, ils sont pas mal là-bas, non plus. Il y a suffisamment de chaînes de fast-food pour changer tous les jours. Bon, voilà. Très bonne réponse, très C'est habile. ce que je disais, McDo s'est fait piquer le monopole du burger. Eh ouais, c'est ça. Voilà. Je crois qu'on a perdu un annonceur. Bon, alors, Arte, ce soir, 22h30. Comment on dit? Note on blindness. Exactement. Il va falloir que vous essayiez d'imaginer que vous deveniez aveugle. Et grâce à ce documentaire, en fait, vous allez pouvoir toucher du doigt cette expérience à travers l'histoire vraie de John Hull. C'est un universitaire qui a perdu la vue à l'âge de 46 ans. Et pendant 1h20, en fait, vous allez découvrir le monde comme lui le percevait. C'est-à-dire que les images deviennent de plus en plus floues, les souvenirs s'estompent, les autres sens, eux, se développent. Et donc, il y a des moments d'une rare beauté, notamment quand la pluie, par exemple, tombe. Écoutez. La pluie fait ressortir les contours de tout ce qui vous entoure. Car elle enveloppe tout d'une couverture sonore. Vous avez sans doute reconnu la voix de Lambert Wilson, qui est à l'origine du récit. En fait, le film il a été construit à partir du journal intime audio de John Hull. Pendant des années, il a enregistré sur son petit magnétophone à cassette les conversations avec ses enfants. Il parle de la relation avec sa femme, il confie ses doutes. Et en fait, surtout, il cherche un sens à ce qui lui arrive et à cette plongée dans l'obscurité. Parce qu'il a fait au fur et à mesure qu'il perdait la vue. Au fur et à mesure, c'est ça. voilà, exactement. Ça a duré une vingtaine d'années. Et c'est un étrange voyage, en fait, où tous les sons du quotidien sont amplifiés. Et on vit cette expérience avec lui. Et le film est extrêmement bien écrit, c'est très subtil, c'est poétique, vous avez des grands moments comme ça tout au long de cette 7h20. Et alors si vous avez un casque de réalité virtuelle, ce sont les casques Samsung, il y a certaines personnes qui en ont déjà, vous filez sur le site d'Arte parce qu'ils vous proposent aussi une expérience dans la continuité du film, c'est-à-dire que vous allez pouvoir revivre cette expérience sensitive que John Hull décrivait et a vécue. C'est absolument étonnant et le film est d'une rare beauté. Voilà, ça s'appelle Note on Blindness, c'est sur Arte à 22h30 finalement. Écoutez, regardez les sons, c'est la magie de la radio aussi en quelque sorte. Hein. Bon, juste avant de finir, je dois faire une petite mise au point, chers amis. Hier, certains d'entre vous m'ont envoyé des messages pour me dire comment c'est incroyable, vous n'aimez pas Jean-Jacques Goldman. Parce qu'à la fin du kiosque, j'ai dit, oh, moi, Goldman, c'est pas trop mon truc. C'était une boutade. C'est pas que je n'aime pas Jean-Jacques Goldman, c'est que je l'adore. Voilà, je l'adore. Et voilà, pour moi, c'était un peu un. À nos actes, Ah oui. Du coup, ça permet d'en remettre quelques notes. Ça fait pas de mal. On s'aperçoit que le second degré est de plus en plus Le compliqué second à faire degré, passer. ça passe C'est quand pas. même inquiétant. Jean-Jacques, je t'aime. À demain, les amis.